Bienvenue à tous, chers téléspectateurs, et merci de nous rejoindre pour cette édition de l'Image de l'Afrique qui se penche sur une question, ou plutôt un fléau au niveau continental et dans le monde, la corruption. On sait qu'elle existe, on en parle souvent, mais souvent quand certains grands corrupteurs, entre guillemets, sont arrêtés. Mais il faut aussi comprendre que ces quelques billets qui passent dans les dessous de table font en réalité beaucoup de mal à notre continent. 50 milliards de dollars à peu près par an sont perdus à cause de la corruption. Et une personne sur deux en Afrique avoue avoir par exemple donné de l'argent pour obtenir un service, et surtout dans les domaines fonciers, etc., etc. Alors la corruption est réellement ce fléau qu'en 2018, l'Union africaine a voulu combattre de manière plus active. Et on en parle tout de suite. On revient sur cette annonce du thème de l'année de l'Union africaine, plus tôt en janvier. Et puis on en discute avec nos invités. À tout de suite. Gagner la lutte contre la corruption, un chemin durable vers la transformation de l'Afrique. C'est sous ce thème que se sont réunis du 28 au 29 janvier 2018 à Addis Abeba les chefs d'État et de gouvernements africains à l'occasion du 30e sommet de l'Union africaine. Des questions sur les réformes institutionnelles, la sécurité, l'économie, l'intégration, mais surtout la lutte contre la corruption meublent leurs discussions. We are running out of time. Nous manquons de temps et nous devons agir maintenant pour sauver l'Afrique de la dépravation permanente. Nous devons créer un marché continental unique, intégrer nos infrastructures et infuser nos économies avec la technologie. L'année 2017 s'achève sur des perspectives socio-économiques et politiques encourageantes pour l'Afrique. Désormais, le continent compte parmi les économies les plus dynamiques du monde grâce à un marché évalué à plus de 3 trillions de dollars. Le président sortant de l'Union africaine, Alpha Condé, voit dans ses prévisions l'affranchissement de l'Afrique des dictats étrangers. L'année qui s'achève a été marquée par de nombreux défis. La mise en œuvre de la réforme de notre Union, qui se déroule dans un contexte international difficile, montre notre détermination et affiche la nouvelle Afrique. Il est extrêmement important aujourd'hui que l'Afrique prenne son destin en main, que les programmes africains soient réglés par les Africains. Le 30e sommet des chefs d'État et de gouvernement d'Afrique verra le Rwanda prendre la tête de l'Union africaine. Le président Paul Kagame aura pour mission de consolider les acquis d'intégration interafricaine, mais aussi de juguler les défis sécuritaires actuels du continent. Le mandat rwandais à l'Union africaine devra également conduire vers la ratification de la Charte africaine pour la démocratie, la gouvernance et les élections. Alors voilà, ça c'était en janvier et maintenant à quelques semaines finalement de la fin de l'année 2018, l'année dédiée à la lutte contre la corruption. On fait un premier bilan et on essaie de comprendre un peu de quoi on parle quand on parle de la corruption et comment mettre fin de manière définitive à ce fléau. Et c'est avec mes deux invités de ce soir. J'ai l'honneur d'être avec l'honorable Begoto Miarom, qui est le président du Conseil consultatif sur la corruption au sein de l'Union africaine. Merci d'être avec nous. Merci, c'est moi qui vous remercie pour cette opportunité. Et je suis aussi avec Clément Musangabatware, qui est à présent ombudsman adjoint chargé de la prévention et de la lutte contre la corruption pour la République du Rwanda. Merci. Merci de m'avoir invité. Alors, j'aimerais qu'on commence peut-être par le commencement, entre guillemets. On parle de la corruption, tout le monde sait plus ou moins ce que c'est. Commençons par les définitions et les bonnes bases. Qu'est-ce que la corruption pour vous ? Il s'agit d'un abus de pouvoir pour tout détenteur d'une position, d'une fonction publique dont l'objectif recherché est un enrichissement ou un intérêt personnel. Cet abus peut se manifester soit par action ou par omission, soit pour son intérêt personnel ou pour le bien d'un proche. Alors, peut-être
Souvent, on parle de la corruption comme un problème peut-être de mœurs ou un problème plus culturel. Et quelquefois, on dit par exemple que le continent africain serait un peu plus exposé ou plus prône à des actes de corruption. Est-ce que vous vous accordez avec cela? Oui, la corruption, c'est lié aux mœurs parce que c'est le fait d'accepter ou de recevoir un avantage illégal qui peut se faire d'une façon directe ou indirecte par une personne œuvrant pour le service public, privé ou international. La corruption, ça peut se définir aussi par le fait de ne pas justifier d'une façon légale le patrimoine que vous avez, parce que quand vous ne pouvez pas expliquer l'origine du patrimoine ou de l'avoir à votre disposition d'une façon légale, c'est sous-attendu que l'origine peut être ou est sous-attendu la corruption. Alors, l'Afrique se classe malheureusement souvent au plus bas dans les classements, par exemple de l'indice de perception de la corruption. Et on a, bien sûr, on essaye de mettre en place des structures et des systèmes de lutte contre la corruption. Où se trouve peut-être cet élément qui facilite, entre guillemets, encore les actes de corruption de manière généralisée sur le continent? Est-ce que ce sont des systèmes? Est-ce que ce sont les gens, etc., etc.? Vous savez, c'est un tout. C'est un tout. Vous faisiez tout à l'heure mention de cette dualité ou de cette compréhension. Est-ce que la corruption est ancrée dans les mœurs? Ce qu'il faut déjà se dire, c'est que vous ne trouverez nulle part une définition consensuelle de la corruption. C'est là le point de départ. Et lorsque vous prenez la Convention de l'Union africaine sur la prévention et la lutte contre la corruption, cette convention vous donne toute une liste de faits ou d'actes qui peuvent être considérés comme étant des actes de corruption. C'est l'article 4 qui en parle. Maintenant, lorsqu'on remonte dans nos traditions, il y a des faits qui, dans le temps, ne pouvaient pas être considérés comme étant faits de corruption, mais qui, de nos jours, avec l'internationalisation du phénomène et de la définition, sont considérés comme étant des actes de corruption. Exemple? Lorsque on vous parle de vous donner de la cola, dans les sociétés traditionnelles, le fait de donner une cola n'était pas considéré comme étant un acte de corruption. Au jour d'aujourd'hui, c'est considéré comme étant un pot de vin. Vous voyez, donc les mentalités, les mœurs évoluent et pour le compte de l'Afrique, c'est cette acceptabilité de cette notion-là qu'il faut retravailler. Et je dirais donc que la mentalité, elle reste à retravailler. Il est assez difficile pour nos sociétés traditionnelles de pouvoir accepter ce qui était une pratique ancestrale, qui était normale, soit aujourd'hui considérée comme étant une infraction. Mais peut-être c'est aussi important de dire qu'il peut y avoir éventuellement des différences entre certaines utilisations de ces actes entre guillemets traditionnels et ce qu'on peut appeler aujourd'hui la corruption qui mine peut-être nos sociétés. Bien sûr, de l'un à l'autre, c'est très facile de passer de l'un à l'autre, mais éventuellement donner un... Oui, c'est justement déterminer le seuil à partir duquel on passe d'un simple geste anodin à une infraction pénalement répréhensible. Ensuite, il y a cette nécessité de pouvoir sensibiliser et de pouvoir faire comprendre à nos populations que lorsqu'ils se présentent, par exemple, devant un service public, ils ont le droit d'être servis sans rien donner en retour. Parce que tout simplement, les personnes qui sont supposées donner ce service ont un salaire. Et effectivement. Et c'est l'objectif de ce salaire. Restons peut-être sur cette question peut-être de la culture et des mœurs. Et il y a quelques semaines, on a eu le Parlement panafricain qui s'est réuni à Kigali et qui a parlé bien sûr de cette question de corruption. Et eux aussi, notamment, la Première Dame parlait de la question de genre dans ce problème de la corruption.
les femmes sont les premières à être les plus touchées, entre guillemets, mais de l'autre côté, elles ne font pas usage d'autant de corruption. Comment est-ce qu'on s'assure aussi que ces actes de corruption ne créent pas plus de problèmes, à savoir notamment des problèmes d'égalité de genre? La corruption, que ce soit les hommes et les femmes, ils sont corrompus. Quand on regarde les listes des personnes condamnées définitivement par la corruption, on trouve sur ces listes que ce soit les femmes ou les hommes. Mais on trouve un grand nombre d'hommes que de femmes, mais ce qu'on reproche aux femmes et ce qu'on demande aux femmes, car un mari amène dans le foyer l'argent qu'il a acquis de la corruption, on demande aux femmes de ne pas accepter que ce genre de business entre dans le foyer. Est-ce qu'elles sont toujours informées? Et puis c'est ça aussi la question, peut-être au Rwanda, mais sur le continent, est-ce que les femmes ont davantage, ont réellement accès à ces informations-là pour y avoir un impact? En réalité, elles doivent se poser les bonnes questions, disons. Si moi, en tant que mari, j'ai un train de vie qui est censé être connu de ma femme et que du jour au lendemain... Censé. Ça, oui, c'est le mot-clé. Oui, et que du jour au lendemain, je me présente à la maison avec un diamant 5 carats. À ce moment, la première question, logiquement, c'est de se demander, mais où est-ce que tu as trouvé l'argent? C'est un peu le sens de l'intervention de Clément. Oui. Mais il est vrai que femmes et enfants sont victimes des actes de corruption. C'est pour ça que nous, dans le cadre du thème de l'année, au sein du Conseil, nous envisageons travailler avec le département genre de la Commission de l'Union africaine afin de mener une étude sur l'impact de la corruption sur le développement aussi bien des enfants, mais également sur l'autonomisation des femmes. Parce qu'en réalité, lorsque vous vous intéressez un peu à la problématique du genre et de la lutte contre la corruption, vous vous rendez compte que beaucoup de faveurs sont demandées aux femmes pour pouvoir avoir accès à ce qui en réalité leur reviennent de droit. Accès à l'information, avoir le même droit que tout citoyen et donc le même droit qu'un homme pour pouvoir avoir un accès à un emploi rémunéré dignement. Voilà, donc la problématique, elle est là. Oui. Mais le fondement, on l'a dit, c'est toujours une question d'éducation. Pour compléter, mon collègue, durant la semaine de lutte contre la corruption, qui va commencer du 4 au 9 décembre. Donc, l'Office de l'Ombudsman a choisi un jour, le 5. On va travailler avec le Conseil national des femmes ici dans le pays pour sensibiliser les femmes, pour qu'elles puissent jouer un rôle actif dans la lutte contre la corruption. Ça se fait de même pour la jeunesse et les autres institutions. Et c'est important, bien sûr, qu'elles soient bien sûr moins victimes d'abord et aussi plus actrices du changement escompté. Alors j'aimerais peut-être qu'on revienne encore une fois sur une autre préconception, on verra si elle est vraie ou fausse. Dans les actes de corruption, on a davantage la possibilité d'attraper, entre guillemets, les petits poissons, plutôt que ce qu'on a appelé ceux qui sont vraiment assis sur... les gros poissons, quoi. Exactement. Qui sont assis sur la vraie manne et le résultat peut-être de plusieurs actes de corruption. Est-ce que c'est vrai? Je dirais à l'absolu non. Lorsque vous suivez un peu l'actualité, qu'elle soit internationale ou africaine, vous vous rendrez compte que ces gros poissons également n'exercent pas en toute impunité et ne bénéficient pas d'une immunité totale et permanente. Vous avez des cas, je dirais, de gros bonnets
puisque on va dire que c'est l'expression qu'on va utiliser, qui ont été reconnus coupables des faits et d'actes de corruption. Oui. Hein? Lorsque vous prenez par exemple l'opération Épervier, qui s'est déroulée au Cameroun, bon an, mal an, procès d'intention, règlement de compte ou pas, il y a quand même certains faits et certains actes qui prouvent que, même si ce n'est pas tous ceux qui ont été arrêtés dans le cadre de l'opération Épervier, il y en a certains également quand même qui ont été reconnus coupables de faits et d'actes de corruption. Et ces genres d'exemples, vous en avez partout. Lorsque vous prenez le printemps arabe, la base c'est quoi? Bah oui. L'élément déclencheur, c'était effectivement un acte de corruption. Et on a vu tout le développement que cela a engendré. Donc, ce qu'il faudrait également qu'on puisse se dire, c'est qu'il est très difficile, lorsqu'on traite des questions de corruption, de réunir des éléments. C'est ça, surtout. Il s'agit là d'une infraction. Nous sommes dans le cadre donc, du droit pénal. Et pour pouvoir corroborer des faits, il y a trois éléments qui doivent être essentiellement réunis. Or, les actes de corruption, le plus souvent, se déroulent, je dirais, à huis clos, Bah oui. de façon informelle. Et trouver des gens qui puissent effectivement dénoncer ces cas-là, c'est assez difficile. Et le prouver aussi, parce que c'est la parole de l'un contre l'autre finalement, et c'est pour ça que quelquefois c'est difficile d'écrouer. Est-ce que de l'autre côté, oui, peut-être... pour revenir à votre question, pour le cas du Rwanda par exemple, moi je dirais que personne n'est au-dessus de la loi. Deuxièmement, je dirais que quand on regarde le budget alloué au ministère, c'est en moyenne 2 milliards, mais le budget alloué au district, c'est à peu près 10 milliards. Donc, c'est-à-dire qu'on ne peut pas chercher les gros poissons au niveau des ministères, mais on peut les chercher au niveau des districts. Ce sont eux qui gèrent des budgets exorbitants comparativement au ministère. Donc, je dirais que le gros poisson, c'est par rapport, en fonction du budget qu'on gère. Donc, est-ce que de l'autre côté, du coup, est-ce qu'on a plus, il y a plus d'emphase peut-être qui est mise sur ces, entre guillemets, gros poissons, plutôt que ceux qui reçoivent, voilà, 5 000 francs, 2 000 francs, 3 000 francs, et qui, eux, bon, voilà, permettent finalement à cette pratique de continuer et de se développer, parce que, bon, si je donne 3 000 ou 2 000 francs à quelqu'un, à un fonctionnaire quelconque, c'est assez difficile de tracer cet argent. Et en même temps, ça permet aux gens de comprendre et de garder en mémoire que voilà, la corruption, c'est normal. Est-ce qu'on a autant la capacité d'adresser ou d'arrêter ce genre d'actes aussi? Oui, on a la capacité parce que, par exemple, si je prends le cas du Rwanda, il y a l'office de l'ombudsman qui a la capacité ou le mandat d'investigation et de prospection, de poursuite judiciaire. Donc, il y a le bureau d'investigation, il y a aussi le conseil consultatif de lutte contre la corruption et l'injustice. On se rencontre d'une façon trimestrielle et puis on examine des cas de corruption, on échange d'informations. Il y a aussi des mémorandums de collaboration entre les institutions pour traquer ou échanger des informations sur des cas de corruption. Mais en pratique, comment se font les investigations? Surtout si le nombre de cas est important, on peut prendre des pays où les chiffres sur la corruption sont réellement très hauts. Comment est-ce que l'investigation peut se faire sur autant de cas et quelle est peut-être la procédure utilisée? D'abord, on fait la collecte des informations. Il y a ce qu'on appelle la pré-investigation. On rassemble toutes les informations.
avec les effets tangibles. Par après, on commence l'investigation proprement dite. Ok. Ouais. Je dirais que vous savez, la lutte contre la corruption est avant tout politique. Lorsque vous avez une volonté politique forte, vous constaterez que le combat qui est mené porte ses fruits. Lorsque vous avez des cas où la corruption est décriée à un certain niveau, à une certaine échelle, il est clair qu'il y aura des investigations. On ne peut pas mener des enquêtes en matière de lutte contre la corruption comme si on menait une enquête, je dirais, pour un cas de vol anodin. Ça nécessite du temps, ça nécessite une collecte d'informations, ça nécessite un regroupement des faits. Et donc, vous remarquerez que pour des cas de corruption où des sommes importantes sont mises en jeu, la procédure est très longue. Elle peut durer des années. Et je pense que c'est ce qu'on voit souvent, et les faits sont là dans l'actualité. On peut parler de Renault au Japon, oui, l'Éthiopie. Mais est-ce que ça permet réellement, ou est-ce que ça a permis ces dernières années de voir les taux de corruption aller décrescendo? Oui, dans certains pays où vous avez cette réelle volonté politique de lutter contre la corruption, vous voyez que ces pays font des efforts. Ça serait prétentieux de notre part de vous dire que on peut arriver à un stade de zéro corruption. Ça n'existe pas. Mais on peut diminuer ce taux de corruption. Et lorsque vous voyez même certains rapports ou certains indices sur la perception de la corruption, notamment émanant par exemple de Transparency International, vous vous rendrez compte que vous avez certains pays africains qui sont mieux cotés et donc mieux classés que certains pays de l'OCDE. Voilà. Cela prouve à suffisance que cela est possible en Afrique, mais il faut qu'il y ait une réelle volonté politique pour pouvoir atteindre cet objectif-là. Eh bien, ce que vous dites, notamment le Botswana, les Seychelles, le Cap-Vert, le Rwanda et la Namibie, se situent dans des positions meilleures que, par exemple, l'Italie, la Grèce ou la Hongrie, qui sont des pays de l'OCDE. Donc, on n'est pas c'est pas tout à fait noir. Le tableau n'est pas complètement noir. Il y a des bonnes choses. Alors, cette année a été dédiée à la lutte contre la corruption de manière plus active. Bien sûr, le Conseil consultatif et les pays membres de l'Union africaine ont mis des efforts au niveau des politiques publiques, etc., pour lutter contre la corruption. Quelle est, selon vous, peut-être la principale réussite de cette année de lutte contre la corruption? Je sais que l'année n'est pas encore terminée, peut-être qu'il y aura autre chose, mais jusqu'à là. Je dirais deux choses, si ce n'est trois. Lors du sommet de Nouakchott, en juillet 2018, nous avions eu le débat continental sur la lutte contre la corruption. Ça a été l'occasion pour les chefs d'État de se prononcer sur la prévention et la lutte contre la corruption. Ce débat a permis au final d'avoir ce qu'on a appelé la déclaration de Nouakchott sur le thème de l'année, à savoir la lutte contre la corruption. Et dans cette déclaration, vous avez, je dirais, un renouvellement d'engagement de nos chefs d'État et de gouvernement sur la nécessité de mener des actions actives en matière de lutte contre la corruption, sur la nécessité de mettre à la disposition des structures nationales de lutte contre la corruption les moyens nécessaires, aussi bien humains, financiers, matériels. La nécessité pour tous les acteurs œuvrant dans la lutte contre la corruption de pouvoir collaborer et s'échanger des informations et l'intégration de la lutte, ou du moins de la problématique des flux financiers illicites dans la lutte contre la corruption. Le deuxième point majeur serait l'organisation au niveau continental de ce qu'on appelait des consultations régionales des jeunes. Nous avions organisé dans les 5 régions
dans le cadre de l'architecture africaine sur la gouvernance et avec l'appui des partenaires techniques et financiers, des consultations régionales où dans chaque région, les jeunes ont été invités à pouvoir se prononcer sur le rôle qui sera le leur et sur la place qui doit leur être accordée pour pouvoir mener des actions de prévention et de lutte contre la corruption. C'était Gaborone, c'était Casablanca, c'était Dakar. Et donc, toutes ces consultations ont permis aux jeunes de pouvoir élaborer des recommandations. Ces recommandations seront présentées au cours du dialogue de haut niveau qui se tiendra la semaine prochaine à Gaborone. Et au final, ces recommandations seront intégrées dans le rapport définitif qui sera présenté par le président Boari lors du sommet de janvier 2019. Autre fait marquant, il y a le congrès continental des jeunes sur la lutte contre la corruption qui se tiendra en principe les 9 et 10 décembre à Abuja au Nigeria. Donc, au niveau continental, vous avez toutes ces actions qui sont menées. Ensuite, ce que nous pourrons ajouter, c'est au niveau du conseil consultatif, je dirais, l'organisation de ce qu'on a appelé le dialogue annuel sur la lutte contre la corruption. Une plateforme permettant à tous les États partis à l'Union africaine, à toutes les structures nationales de lutte contre la corruption, de pouvoir discuter sur les difficultés que ceux-ci se rencontrent dans le cadre de leur mission, mais également de pouvoir partager leurs expériences et leurs bonnes pratiques. C'est autant d'activités qui ont été menées en 2018 et qui continuent par être menées en 2018. Et nous pensons que 2018 aura permis de pouvoir resserrer les rangs pour mieux aller de l'avant. Alors, on vous parlait de bonnes pratiques. Est-ce que, alors, le Rwanda, bien sûr, se trouve parmi, entre guillemets, ceux qui ont pu lutter de manière efficace contre la corruption. Selon vous, quels sont peut-être les 2 ou 3 éléments clés dans la réussite, entre guillemets, de diminution, on va dire? Il y a encore un tout petit peu de corruption. Oui, en premier lieu vient la volonté politique, la tolérance zéro à la corruption, et puis l'éducation de la population, la jeunesse, toutes les structures. Je dirais aussi la mise en place des institutions comme l'Office de l'Ombudsman, la police nationale, l'Office de l'auditeur général, le bureau d'investigation. Je mentionne également la collaboration entre institutions, la société civile et le secteur public. Et puis, on a aussi revisité les lois où on avait des failles pour fixer les gaps. D'accord. Alors, on va prendre une très courte page ou une très courte pause et on jette un coup d'œil, par exemple, à un reportage qui a été fait en Afrique du Sud sur la même question et où le ministre de l'Intérieur partage un peu certains de ces éléments de lutte contre la corruption. Et puis, on revient juste après avec les questions du public. Alors, si vous êtes avec nous, continuez à tweeter particulièrement. Le hashtag, c'est Images de l'Afrique et nos invités répondront en direct. À tout de suite. Les conséquences du phénomène de la corruption de plus en plus présentes en Afrique du Sud. S'il est vrai que Transparency International, dans son rapport publié en janvier 2017, a classé le pays 7e sur le plan africain en matière d'indice de perception de la corruption, sur le plan interne, les acteurs économiques font face à de nombreux défis. Il s'agit aujourd'hui pour les autorités de rassurer les investisseurs, notamment les locaux. Mais la montée de la xénophobie et la gestion administrative jugée sélective compliquent la situation. Pour renforcer notre économie au niveau local, nous avons été amenés à prendre un certain nombre de mesures. Ces mesures ont pour objectif de faciliter la libre circulation des personnes. L'autre défi aujourd'hui est de contrôler l'effectivité de cette mesure pour que nos investisseurs locaux puissent écouler leurs produits en Afrique du Sud et à l'étranger.
Selon un rapport de la Corruption Watch, les entreprises les plus transparentes en Afrique du Sud proviennent du secteur minier. Dans le rapport du Doing Business 2017, l'Afrique du Sud occupe la 74e place sur 190 pays dans le monde. Les autorités, dans leur lutte contre la corruption, ont pensé à la numérisation de la gestion comme solution au sein de l'administration publique. Sous le président Mandela, nos lois étaient très favorables à une ouverture régionale sur le plan économique. Même s'il est vrai que cette ouverture régionale est encore effective, nous avons régressé en matière d'échanges avec nos voisins. Nous avons besoin de relancer la coopération sous-régionale. Les économistes estiment que la corruption coûte chaque année 25% du PIB africain. L'Afrique du Sud représente à elle seule presque 40% du PIB de l'Afrique. Des prouesses économiques attribuées aux investissements intérieurs accrus qui ont stimulé la croissance, avec une dette publique estimée à 52,5% du produit intérieur brut en 2017, une prévision moyenne de l'inflation de 5,7%. L'Afrique du Sud veut diversifier davantage ses entrées de devises pour atteindre ses objectifs de croissance de 0,8% en 2017. Et on revient donc sur ce plateau de l'image de l'Afrique. On parle de la corruption et de l'échelle peut-être de ce fléau au niveau du continent. Et nous nous sommes quittés avec certains des éléments qui ont marqué peut-être cette année dédiée par l'Union africaine à la lutte contre la corruption. Et on revient à présent avec les questions du public. Et on commence avec cette question, ou ces deux questions du moins, de Yann Gouet, qui demande d'abord quel indicateur permettra de considérer cette lutte gagnée? Et deuxièmement, la lutte contre la corruption est-elle morale, politique, économique, ou en somme, pourquoi lutte-t-on contre la corruption? On prend cette question et puis on revient avec le... Alors, pourquoi lutte-t-on contre la corruption et comment est-ce qu'on jugera cette lutte gagnée, entre guillemets? Premièrement, je dirais qu'on lutte contre la corruption tout simplement pour permettre une meilleure redistribution des ressources publiques. Parce qu'en réalité, c'est de ça qu'il s'agit. Lorsque, dans le cadre de l'octroi d'un marché public, la procédure d'octroi n'est pas respectée, l'attributeur du marché, sachant pertinemment qu'il a dû mouiller les barbes pour pouvoir avoir ce marché, essaye de récupérer ce qu'il a investi dans la construction des infrastructures. Donc c'est un le cercle bénéficiaire définitif, c'est le citoyen lambda. Et donc, la dégradation des routes, la mauvaise qualité de nos bâtiments peut causer tort à nos populations. Et donc, l'objectif premier dans la lutte contre la corruption, c'est de pouvoir assurer une meilleure redistribution des richesses publiques, mais également de garantir des infrastructures de qualité. C'est pour ça que nous disions tout à l'heure que la lutte contre la corruption est d'abord politique. Parce qu'il faudrait qu'il y ait une réelle volonté politique pour qu'on puisse non pas mettre un terme à ce fléau, mais le faire régresser. Il est également économique. Lorsque vous avez parlé tout à l'heure de ces fonds qui sont détournés, mais également de ces fonds qui sont logés à l'extérieur. La lutte contre la corruption permettrait également de pouvoir, et c'est sur quoi d'ailleurs nous sommes en train de travailler actuellement, recouvrir tous ces fonds qui sont logés aussi bien à l'extérieur, dans des paradis fiscaux à l'extérieur, mais également à l'intérieur de l'Afrique. Sous les matelas. Voilà. La lutte contre la corruption, elle est également et surtout morale, parce qu'il faudrait passer par la sensibilisation de toutes les couches de la société pour leur faire comprendre qu'il s'agit d'un fléau qui se retournera tôt ou tard contre nous. Et donc, il faudra, par le biais de la sensibilisation, encourager les citoyens à dénoncer. Mais là, il s'agira également de pouvoir assurer une corrélation entre la dénonciation et la protection des dénonciateurs. Oui. Alors, restons sur cette deuxième question, du coup. Ça veut dire si on prend votre explication, qu'il y a des niveaux acceptables de corruption dans le pays? Il n'y a pas de niveau acceptable. Toute corruption ne peut pas être acceptée. À savoir si, par exemple, prenons l'exemple de billets de 1 000 ou 2 000 ou 3 000 francs
qui sont donnés sous le tapis. Est-ce que dans ce cas-là, l'explication économique ou l'argument économique est aussi fort? Ça se justifie amplement. Un exemple banal, hein, en tant que citoyen lambda, vous venez me voir, moi, en tant qu'officier d'état civil, pour l'établissement d'un casier judiciaire. Partons du principe que le casier judiciaire coûte 1000 francs. Je vous dis que si vous le voulez, en moins d'une semaine, il faudrait payer 1500. Vous consentiez à payer 1500 parce que vous en avez besoin, sachant pertinemment que vous avez des ressources limitées. Si je le fais avec vous, je peux le faire avec tous les autres citoyens. Si je le fais au courant d'une journée avec 100 citoyens, au courant de la semaine, je me retrouve avec combien? Vous voyez? Alors, du jour au lendemain, le fait d'avoir un service public à moindre coût pour un citoyen qui a des ressources limitées le pousserait en réalité à ne plus chercher à avoir ce service public. Dans beaucoup de pays africains, il est décrié le fait que nous n'encourageons pas nos populations des sociétés, dans les cités rurales, à déclarer les naissances. Pourquoi? En réalité, la déclaration de naissance doit permettre à l'établissement d'un acte de naissance gratuit. Ce qui n'est pas le cas dans nos sociétés. Parce que les ressources n'existent pratiquement pas. Et il est difficile pour un villageois de prendre 1000 francs, aller déclarer sa naissance, alors qu'il peut se dire qu'avec ces 1000 francs, il peut déjà acheter de quoi nourrir son enfant. Voilà. Et ça, ce sont les conséquences de la corruption. Donc, il n'y a pas de petite corruption. Toute corruption est négative et elle doit être punie comme telle. D'accord. Pour compléter, mon collègue, lutter contre la corruption, c'est lutter contre l'injustice. Parce qu'un pays où il y a la corruption ne peut pas se développer. Ce pays ne peut pas attirer des investisseurs. Donc, il y a les conflits parce que les gens se bagarrent, par exemple, dans les marchés publics inutilement. Donc, il n'y a pas l'équité. Les investisseurs ne peuvent pas venir dans ce pays s'il y a des cas de corruption. Et ça fait écho notamment au fait que la quantité, entre guillemets, de corruption fait aussi partie des indicateurs qui sont évalués dans the ease of doing business, ou la facilité de faire des affaires en Afrique. Et ça, c'est un indicateur international que les investisseurs vont utiliser. Alors, qu'est-ce qui permet de considérer, donc, qui était la première question, que cette lutte est gagnée? Quels sont les indicateurs qu'on utilise? Et ça, bien sûr, on a des indicateurs internationaux, on a des rapports, etc., des enquêtes. Mais entre le fait que certains actes de corruption ne sont pas rapportés, ou ne sont pas dénoncés, entre guillemets, ou qu'il y en a moins, etc., comment est-ce qu'on peut, de manière fiable, savoir qu'on a moins de corruption et que cette lutte, justement, est gagnée contre la corruption? Quand il y a l'équité, donc quand les gens n'acceptent pas de recevoir ou de donner la corruption, quand il y a l'équité, le développement qui se fait d'une façon exponentielle, donc on peut dire que dans ce pays se trouve sur le bon chemin dans la lutte contre la corruption. Comment est-ce qu'on sait, à votre avis? Oui, je dirais le développement socio-économique. Il faudrait aussi tenir compte de l'accès aux services publics. Il faudrait également utiliser certaines statistiques. Vous parlez d'indices de perception. Les statistiques ne peuvent pas se récolter du jour au lendemain, mais il faudrait prendre sur une période bien donnée et bien considérée, avec un échantillonnage bien précis. Donc, de jour au lendemain, vous ne pouvez pas dire que tel indicateur permet de savoir que, effectivement, la lutte contre la corruption a été gagnée, ou du moins que le taux de corruption a diminué au sein d'un État. Il faudrait l'échelonner sur le temps et ensuite sur des critères palpables, précis, pouvoir savoir si l'effort qui a été fourni est bénéfique ou pas.
Et puis, c'est justement cette question où on parle de la perception. Ce n'est pas vraiment la corruption en tant que telle, mais c'est vraiment la perception de corruption. Et peut-être c'est aussi un moyen d'évaluer ce que les citoyens en pensent finalement, quel est leur avis sur la question. Est-ce que c'est tout à fait normal ou c'est un peu moins normal? Alors, on a une autre question qui revient et qui parle notamment des cas de corruption sexuelle, notamment dans les grandes institutions. Et nous savons qu'il y a eu, il y a quelques jours, si ce n'était pas aujourd'hui ou hier, des cas, notamment au sein de l'Union africaine. On a eu des cas pareils, similaires dans les grandes organisations internationales, etc. Cette question paraît concomitante. Finalement, on lutte contre la corruption, mais d'un autre côté, il y a certaines choses qui demeurent dans des grandes organisations. Quelles sont les mesures clés, finalement, pour mettre bas à ces corruptions peut-être ces délits d'initiés, entre guillemets, ou cette corruption de personnes qui savent, finalement, ce qu'elles font? Oui, c'est vrai que la corruption a de multiples facettes. Et les cas de faveurs sexuelles qui sont sollicités en contrepartie d'une position ou d'une fonction ne sont pas du reste. Lorsque vous voyez un peu, je dirais, l'actualité au cours de cette année, où vous avez plusieurs slogans qui ont été lancés, hashtag dénonce ton port, etc. etc. Me Too. Voilà. Surtout que les 16 jours de lutte contre, de campagne contre les violences basées sur le genre commencent demain. Effectivement. Donc, ça fait partie d'autant d'outils qui peuvent être utilisés pour pouvoir, je dirais, lancer le point de départ dans la lutte contre cet acte ou ces faits spécifiques de corruption. Vous savez, lorsque la personne qui demande ses faveurs sait qu'en réalité, il peut être dénoncé à tout moment, il va reculer. Et lorsque il existe une législation nationale qui encourage les victimes à pouvoir dénoncer et leur garantit l'anonymat ou certaines protections, je pense que ça peut encourager les victimes à se confier aux autorités compétentes et également être un point de départ pour limiter ces cas. Et il faudrait également un cas d'école dans le sens où on puisse prendre l'auteur de ces faits-là, le traduire devant la justice, le condamner pour qu'il puisse répondre de ses actes. Et que l'affaire Weinstein servir d'exemple. a pu éventuellement a pu éventuellement pouvoir créer cette marée sur les médias sociaux avec les hashtags. Je pense que l'éducation des gens aux bonnes pratiques, aux bonnes mœurs, ça peut aider dans la lutte contre la corruption. En faisant une insistance sur la jeunesse, ça peut aider. Il a notamment dit l'application des lois, et punir les corrupteurs. Donc, ça peut éradiquer la corruption. Alors, je me rappelle aussi que notamment au Rwanda, on a eu un rapport de Transparence internationale sur ce qu'on a appelé sextortion, qui est plus ou moins la même chose, demander des faveurs sexuelles en échange d'une position, et que ces cas étaient de manière assez répandue dans la majorité dans quelques institutions. Est-ce qu'il y a eu, quelles ont été les mesures clés peut-être qui ont été prises pour faire face à cela? On a mis sur pied des mesures permettant aux victimes de dénoncer ces cas. Par exemple, pour l'office de l'ombudsman, on peut appeler au numéro sans payer. Dans d'autres pays, on l'appelle le téléphone vert. Peut-être vous pouvez rappeler le numéro juste au cas où certains l'auraient oublié. Oui.
180. Donc, vous pouvez appeler ce numéro et nous fournir des informations. Donc, et puis, ça se fait d'une façon anonyme. On vous protège, vous êtes protégé par la loi. On ne peut pas révéler votre identité. Ce qu'on fait, nous, on analyse les informations qu'on a reçues pour transmettre un cas, le dossier au niveau de la justice. Et ça revient sur ce que vous disiez sur la protection, bien sûr, de ceux qui dénoncent ces actes, qui est important aussi, parce que finalement, comme vous l'avez dit, la corruption, c'est un acte de pouvoir. Et ces personnes qui ont un pouvoir à un certain moment donné ont aussi la capacité de dire, si tu dis quelque chose, ta carrière est terminée finalement, etc. Alors, une autre question peut-être qui revient sur cette peut-être morale collective, entre guillemets, sur la corruption, c'est que lorsqu'on vient chercher certains services, par exemple, et que 1, 2, 3 personnes continuent peut-être ou donnent un pot de vin de dessous de la table, de l'autre côté, celui qui donne le service a plus de pouvoir finalement à demander des actes de corruption. Qu'est-ce que vous aimeriez dire finalement aux citoyens qui nous regardent sur la raison pour laquelle finalement, ou pourquoi c'est important de combattre toute forme de corruption? On l'a vu que toute forme de corruption est mauvaise. Pourquoi c'est aussi important pour eux personnellement? Déjà, avant de revenir sur la question, vous avez donné un exemple, je dirais, assez frappant. Et dans certains pays, le premier geste de l'administration, c'est de pouvoir afficher dans tous les services publics que ce service est gratuit. C'est déjà un premier niveau d'éducation de la population. Ensuite, le fait d'encourager, de sensibiliser la population à savoir que le service qu'il demande ne doit pas être encore rémunéré est une façon également de lui dire que par le prélèvement des impôts qu'il paye, il a déjà droit à ce service de façon gratuite. Oui. Donc, s'il revient encore à payer une seconde fois, ça serait que ce serait de l'argent jeté par la fenêtre. Or, on sait tous que nul n'est enclin à vouloir jeter de l'argent par la fenêtre, étant donné, et puis d'ailleurs même les circonstances et la crise économique actuelle. Donc, c'est ce rôle-là sur lequel on doit plus se focaliser, sur ce rôle de sensibilisation, d'éducation de la masse, et la société civile trouve toute sa place dans cette émission-là, étant aux côtés, au plus proche des populations, de façon plus accessible, la société civile est en même de pouvoir mobiliser la population et l'éduquer sur la nécessité de combattre ce fléau. Alors, on a parlé depuis le début de la corruption comme étant quelque chose qui était plus à l'avantage de la personne qui perçoit. Du bénéficiaire. Oui, mais quelquefois, c'est pas nécessairement le cas dans toutes les circonstances. Par exemple, si quelqu'un est arrêté au bord de la route, ayant fait une faute de manière claire, et qu'il ne veut pas passer, être puni ou avoir une amende, etc., et donne cet argent. Il faut aussi comprendre peut-être que les dynamiques, là, dans ce cas-là, changent. Oui. Alors, qu'est-ce qui va être la motivation finalement pour cette personne-là de ne pas donner 10 000 francs de pot de vin pour éviter de payer 200 000 francs d'amende, par exemple? À ce moment, la charge d'éducation sera renversée. Dans l'autre sens. C'est cet officier de police qui devra être éduqué à sensibiliser, je dirais, à faire correctement son travail. Parce que si aujourd'hui, il doit verbaliser un chauffard et qu'il ne le fait pas, il ne sait pas si dans l'instant T qui va suivre, il risque de renverser quelqu'un de sa famille, un de ses parents. Donc c'est autant de conséquences sur lesquelles on doit attirer l'attention pour pouvoir encourager aussi bien les administrés
que les administrateurs. De la nécessité de pouvoir collaborer ensemble pour pouvoir mettre un frein à ce fléau-là. Alors, on a parlé aussi de notamment limiter les échanges entre, par exemple, les bénéficiaires de services et ceux qui offrent ces services comme étant un moyen d'éviter ces possibilités, surtout si c'est fait en ligne. Enfin, c'est un peu compliqué de donner un pot de vin en ligne. Quelle a été l'expérience du Rwanda? On sait qu'un certain nombre de services ont été digitalisés. Est-ce que ça aide réellement à mettre... Oui, ça aide beaucoup parce que, par exemple, le passation des marchés publics, l'octroi des services par IREMBO, les permis de construction, au niveau de la justice aussi, quand ça se fait d'une façon électronique, donc ça diminue le contact entre les individus, donc la corruption diminue. Donc il n'y a pas lieu ou le moyen de dialoguer ou d'échanger sur le prix à payer, donc vous parlez avec la machine. Voilà. Et si on veut, soit on a son service, ou soit on ne l'a pas. Ouais. Et puis c'est clair. Alors on approche malheureusement de la conclusion de cette émission. J'aimerais peut-être en juste une minute que vous partagiez avec nous. On a les politiques publiques, on a la législation. Dans la majorité des pays africains et à l'extérieur, on a des lois contre la corruption à différents niveaux, bien sûr. Mais voilà, les pratiques sont toujours là. Quelle est la prochaine frontière, entre guillemets, que la lutte contre la corruption doit dépasser pour pouvoir faire de la corruption peut-être un acte du passé? Vous savez, comme je le disais tout à l'heure, il n'existe pas de société sans corruption. Il n'existe que des sociétés où le taux de corruption a été réduit. Pour l'instant, je ne pourrais pas vous dire qu'il existe une recette miracle. Une recette miracle. Tout se situe dans cette volonté. J'insiste dessus parce que c'est le point de départ. Cette volonté politique qui doit être un élément déclencheur pour que, à chaque niveau de la chaîne, aussi bien au sein des services publics, des bénéficiaires, mais aussi et surtout de l'appareil judiciaire, tout au long de la chaîne, chaque élément puisse faire correctement son travail pour que le citoyen ou le fonctionnaire sache que lorsqu'il sort de la marge qui lui est accordée, passez-moi l'expression, on lui frappera dessus. Donc c'est très important là. Et le fait pour ce citoyen de se rendre compte de cette situation doit passer nécessairement par une éducation, une sensibilisation, non seulement au niveau de l'administration et des administrés, non seulement au niveau des structures académiques, mais également au sein de nos familles et de nos sociétés respectives. Parfait. Alors, je dirais que pour mener ce combat à terme, il faut que la lutte contre la corruption soit la responsabilité de chaque citoyen, renforcer la volonté politique et puis recouvrer systématiquement les avoirs acquis par la corruption. Les biens mal acquis. Les biens mal acquis. D'accord. Parfait. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et d'avoir bien voulu partager vos lumières sur le sujet de la corruption. Merci. Et à vous qui nous avez suivis, j'espère que vous avez pu peut-être comprendre un peu mieux ce phénomène qui mine finalement nos économies. Alors on en a parlé et on le répète. D'abord, la volonté politique, elle est clé pour mettre fin à la corruption, mais aussi l'engagement de tout un chacun, parce que finalement, la corruption ne se fait pas seulement dans les instances où on espère qu'elle ne se fait pas du tout dans les instances du gouvernement. Mais ça, c'est à vous c'est un autre débat.
mais bien sûr, elle se fait au niveau de chacun de nous tous. Alors, il était important que chacun de nous passe ou fasse son rôle ou remplisse son rôle pour lutter contre la corruption. On a parlé aussi de la société civile, mais aussi de toutes les instances judiciaires, etc., etc. Et le plus important aussi, c'est qu'il faut comprendre que la corruption, c'est aussi une question de mentalité et que ces mentalités doivent changer pour que ce fléau puisse s'arrêter de manière définitive. Alors voilà les points peut-être clés, les points les plus saillants de cette discussion. Et bien sûr, vous pouvez retrouver cette discussion en ligne sur notre page YouTube et continuer la discussion sur les médias sociaux avec le hashtag Images de l'Afrique. Et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.